On est bon. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Nathalie. Bonjour, moi je suis Corinne. Voilà. On va passer 1h30 ensemble et on va essayer de vous parler, enfin on va pas essayer, on va vous parler comment on accompagne les personnes 10. Et quand on accompagne les personnes 10, on accompagne également leur famille, parce qu'on sait que dans le monde de l'école, les parents sont très actifs et sont les porte-parole des enfants, parce qu'ils n'ont pas tous les armes et toutes les connaissances pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Alors, on va d'abord se présenter pour qu'on se connaisse. Ensuite, on partira sur la notion inclusive, qui est le thème un petit peu de ces jours. On rebalayera quelque chose qui est méconnu par les parents, enfin, ou pas très bien précis, le rôle des actions des professionnels de santé, qui sont quand même une des chevilles ouvrières en plus des enseignants. Mais sans la santé, les enseignants, ils n'y arrivent pas tout seuls. Et ensuite, ça fera des résumés un petit peu de tout ce que vous avez peut-être entendu dans les ateliers et dans les conférences pendant ce colloque, c'est-à-dire l'aide pédagogique, l'aide humaine, le matériel pédagogique adapté qu'on appelle plutôt matériel technique et qu'on parle beaucoup, qu'on a parlé beaucoup. Alors, la présentation, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent la Fédération française des 10 ? 1, 2, 3. Donc, personne. Moi. Il y a moi. 4. Donc, la fédération, comment elle se prononce, Fédération française des 10. Donc, c'est une fédération, une association qui rassemble toutes les associations sur le territoire français. Certaines ont des antennes, par exemple les dyslexiques, APEDA 10 France a une antenne au Maroc, ça peut arriver. Et donc le rôle de la fédération, c'est de rassembler toutes les associations des troubles 10. Avenir Dysphasie, pour la dysphasie, APEDA 10 France, les dyslexiques de France et toutes les autres petites associations régionales, départementales, parce que parfois elles ne sont pas fédérées nationalement sur la dyslexie. La dyspraxie, dyspraxie mais fantastique. Et le but, c'est de porter cette parole de l'ensemble des associations devant les pouvoirs publics. C'est-à-dire faire changer les textes de loi, pousser des demandes que les familles ont, mais de manière coordonnée. Alors, je prends l'exemple des aménagements aux examens. De manière coordonnée, on reçoit les refus d'examen, même pour les personnes qui sont basées dans les lycées français à l'étranger, et on tape à la porte des ministères, du défenseur des droits, pour porter cette demande et pour faire changer les textes quand c'est les textes qui créent des biais dans les acceptations ou dans les dossiers. Donc ça, c'est toujours un travail de longue haleine de faire changer des textes. Et je crois qu'hier, on a eu le témoignage d'un professionnel qui a essayé de créer la MDPH 99. Donc, plus de 150 associations sur le territoire, des familles. 90% des adhérents, c'est des familles, des personnes concernées. Alors, dans les personnes concernées, des familles concernées, il peut y avoir des enseignants qui ont des enfants 10, vous voyez, donc on va couvrir même les professionnels de santé à travers les parents. On est engagé en Europe avec l'association Dyslexia européenne. Et il y a Mercedes qui est dans la salle, qui est le lien, elle est au bord à l'Europe, et c'est une association catalane qui donc est secrétaire, elle est carrément secrétaire de l'association européenne. Et donc, comme je lui disais que je passais à Barcelone, d'où le lien qu'on peut avoir au niveau européen. C'est enrichissant d'aller au-delà de la France, des textes français, de voir ce qui se passe aussi en Europe, qu'est-ce que font les Italiens, les Espagnols, et de relativiser également, de se dire finalement c'est pas trop mal si les textes étaient appliqués en France, on est finalement aidé, il y a de l'aide financière, il y a des choses, voilà. Mais ça suffit pas, parfois il y a des choses mieux à l'extérieur. On a, pour ne pas dire de bêtises, un comité scientifique
de 15 personnes, donc des personnalités comme Franck Ramu, Jean-Charles Ringard, celui qui a participé à l'élaboration du plan langage en 2001. On a des neuropédiatres, psychiatres, orthophonistes, ergothérapeutes, neuropsychologues, enseignants. Et ça permet de rédiger des recommandations et des avis qui sont issus d'un consensus de plusieurs professionnels et qui a du poids. On est vraiment beaucoup lus et les journalistes relayent souvent nos avis ou nos propos pour faire bouger les choses. Et ensuite, on est connu, et je vous invite à consulter le site de la fédération ou la chaîne YouTube, pour chaque année organiser une journée nationale le 10 octobre, 10-10, donc la semaine du 10 octobre, souvent le samedi pour que les parents puissent venir. Et là, l'accès est gratuit. Tout est filmé et retranscrit sur le site internet de la fédération et vous pouvez consulter au moins une dizaine d'années de journée des 10. Et cette année, il y avait le clou de la journée, c'était le témoignage de Nathalie Baye. Tu y étais ? Oui. Voilà. Alors, donc vous aviez Nathalie Baye, vous aviez des journalistes qui ont réussi, il y avait beaucoup de témoignages d'adultes parce que c'était sur l'orientation professionnelle. On traite beaucoup l'enfant, mais on ne traite pas ce qui se passe à l'âge adulte, comment ils s'orientent, qu'est-ce qu'ils font plus tard, etc. Et on a eu la joie et l'honneur d'accueillir Nathalie Baye, qui est une grande actrice connue. Alors, vous la connaissez, Nathalie Baye ? Oui. Bon. Un des derniers films, elle est capable de faire des films complètement 90-360. Le dernier, c'est Alibi 2, vous voyez, le genre de film que... Enfin bon, c'est très rigolo, mais enfin, tout le monde ne regarde pas les films. Donc, elle était dans Alibi 2. On a coupé quelques passages de son passage parce que c'est une personne qui vieillit et en plus elle a pour vous dire elle a eu le trac panique, elle pouvait plus parler, elle m'avait dit me posez pas de questions, moi je suis une actrice, je sais parler, je parlerai et tatati tatata et au bout de 30 secondes posez-moi des questions, là je peux plus parler. Ça a été ça. Je l'ai réécouté, c'est bien. Vous voyez, il faut être modeste. Un exercice devant une salle avec beaucoup de gens, on peut avoir le tract. Voilà, donc la journée des 10. On participe à beaucoup de réunions ministérielles. Lundi, c'est pour mettre en œuvre la conférence nationale du handicap sur l'école inclusive. C'est des ateliers d'une journée au ministère, mais également des auditions à l'Assemblée nationale, des auditions à la Cour des comptes, des choses comme ça. Et par exemple, le sujet qu'il va falloir qu'on traite mercredi, c'est comment on apprend à lire à l'école en France. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, par exemple. Donc il y a des sujets comme ça, il y a des rapports qui sont rédigés, et ensuite ça aboutit à des lois ou pas des lois. Alors, à force de dire au gouvernement il faudrait, il n'y a qu'à, ça énerve beaucoup, vous savez, on dit mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis les années passent et on dit toujours quand un texte finalement est écrit au bout de 4 ans, c'est un cycle scolaire qui est passé, donc on œuvre vraiment pour les générations qui passent derrière nous en fait. Il faut vraiment se dire que entre la volonté de changer finalement des textes ou de parler d'accessibilité, la dernière conférence, il va se passer peut-être 10 ans entre le vœu, l'écriture et la mise en œuvre. Parce que un professionnel de santé, un médecin, un enseignant, n'a aucune formation initiale sur nos troubles, qui pèsent entre 8 et 10% de la population, quand il sort de ses études. Vous allez voir un médecin, mais il faut d'abord trouver le médecin qui va réussir à remplir le certificat médical, par exemple, ou qui connaît ses troubles. Et donc, vraiment, il y a une grande pénurie de ressources sur le territoire, trouver une orthophoniste, trouver des personnes qui connaissent bien ces troubles pour pouvoir accompagner le jeune.
Donc en 2018, on a décidé de créer un organisme de formation et donc qui se développe. On est axé surtout, on ne touche pas à l'éducation nationale puisqu'ils ont leur organisme de formation. On a des demandes de pratiquement tous les jours sur toutes les branches professionnelles, les établissements privés, également les auto-écoles, tous ceux qui accueillent, par exemple, une école d'infirmières qui accueille des 10. Il se dit comment je fais pour mes étudiants, vous voyez. Et donc se pose la question partout, dans toutes les strates, puisque sans scoop, les 10 se retrouvent partout, dans toutes les voies professionnelles, sauf peut-être prof de français, pour les dyslexiques. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas incompatible, vous les retrouvez partout. Donc beaucoup de demandes dans le monde professionnel et emploi. Donc on est... Alors je vais passer la parole. C'était la veille du confinement, on l'a fait, mais ça s'est bien passé. Nous, on n'a pas eu d'impact du confinement. Ça a démarré quand même, on va dire. Je passe la parole à Corinne. Alors bonjour à tous. Donc moi, je représente la FAPE. Alors, j'en suis pas la présidente, comme Nathalie peut être la présidente de la FF10. La FAPE, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez la FAPE? Pour certains d'entre vous, oui. Pardon? Ah, j'ai plus de gens, mais c'est normal parce qu'on est à l'étranger. Donc la FAPE, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la Fédération des associations de parents d'élèves des lycées français à l'étranger. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que l'AP de Barcelone est membre de la FAPE et que vous avez profité du réseau de la FAPE aussi pour pouvoir venir et en tout cas être au courant de cette manifestation. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la FAPE? On fait beaucoup de choses. Moi, je suis référent handicap pour la FAPE. Voilà, on n'est que des bénévoles, à part 2 personnes, la déléguée générale qui est là aujourd'hui. Alors, regardez-la, mais pas trop longtemps parce qu'elle s'en va bientôt. Elle va être remplacée par quelqu'un d'aussi formidable qu'elle. Voilà, donc on est essentiellement des parents d'élèves ou anciens parents d'élèves du réseau. Et on essaye de vous venir en aide, vous APE, membres des APE, pour vous aider, soit dans la gestion d'un lycée quand vous êtes comité de gestion, soit dans toutes les problématiques liées à des parents d'élèves dans un lycée français à l'étranger. Donc on fait plein de choses. On est sans doute la fédération la plus représentative de tous les parents sur les lycées français à l'étranger. Je n'ai pas le chiffre en tête du nombre d'établissements et de parents qu'on représente, mais c'est plusieurs dizaines de milliers, voilà, de parents représentés par la FAPE. On est donc une association reconnue d'utilité publique, on n'est pas là pour faire de l'argent, c'est important. Et on est totalement apolitique aussi, hein. Voilà, on a ces 2 dimensions-là, je pense que c'est important. Pour ceux qui connaissent la Commission nationale des bourses, il y a 2 représentants de la FAPE qui siègent pour porter votre parole de parents, pour aider les parents à monter les dossiers. Et donc moi, pas tout à fait sur la Commission des bourses, mais un peu en parallèle de cette commission, je peux vous aider et Raïmé qui siège à la Commission nationale des bourses aide également pour tout ce qui est allocation de l'AESH. Vous savez que maintenant, quand vous êtes parent d'enfants français qui a une AESH, il y a une allocation qui peut vous être allouée par l'AEFE et qui passe par la Commission nationale des bourses, entre autres. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on fait aussi ce genre d'action pour vous. On est membre de la MLF. Je ne sais pas s'il y a parce qu'il y a différents organismes. Il y a l'AEFE et il y a la MLF, la mission laïque française. J'étais en train de chercher de l'EF. Je commence à être fatiguée.
Et donc voilà, on représente donc en fait à peu près toutes les écoles, quel que soit leur statut, et qu'elles soient AEFE, MLF ou même des écoles maintenant privées type Odyssée ou voilà, des organismes plus privés. Membre de l'Observatoire des enfants à besoins éducatifs particuliers. Alors ça, c'est typiquement notre sujet, c'est-à-dire l'OBEP, on vous en a parlé déjà en introduction, Alain Trintignac et Dominique Collado vous en ont parlé. C'est vraiment un lieu de travail où on échange avec l'AEFE, avec la MLF. Tous les corps de métier sont représentés par leurs syndicats. Il y a aussi des élus et il y a les représentants des parents, dont Isabelle et moi nous faisons partie. Avec Isabelle, on est extrêmement engagés sur tous les groupes de travail, que ce soit les AESH, que ce soit Cal Inclus, dont vous avez entendu parler. Donc voilà, ça c'est une de mes missions, je dirais, c'est d'aller porter, un peu comme ce que fait Nathalie au niveau français. Moi je le fais, c'est-à-dire que je fais remonter toutes les difficultés, mais aussi toutes les choses positives qui se passent dans le réseau, qui sont initiées par les parents. Et je vais porter toutes ces initiatives auprès des instances dirigeantes de l'AEFE et de la MLF pour faire bouger les choses. Je vous donne juste un petit exemple. Ça fait longtemps aussi qu'on parle de formation dans le réseau, formation des AESH. Et nous, on vient de mettre en place une sensibilisation, enfin un stage sur 2 jours pour la formation des AESH, leur expliquer ce que c'est que leur métier, comment elles doivent se comporter aussi en classe, leur dire qu'elles font partie de l'établissement scolaire. Et finalement, sur notre initiative, puisque ça fait un petit moment déjà qu'on en parle, bizarrement, au prochain OBEP, on va parler de la formation des AESH. Voilà, le prochain OBEP, c'est le 5 décembre. Voilà, c'est ce genre de choses où on est très, très actif et on porte votre parole, en fait. C'est vraiment ça. Je vous ai tout dit pour ça. Et plus largement, la FAPE, qu'est-ce qu'elle fait ? On organise des conférences, on organise des ateliers de bonnes pratiques. La dernière conférence qu'on a eue, c'était sur le harcèlement. Et le cyberharcèlement, ça s'est ouvert à tout le monde parce que maintenant on fait ça en visio, mais on a aussi sur des thématiques plus spécifiques aux 10 ou aux EBEP, ou des choses beaucoup plus larges sur l'orientation en France, l'orientation à l'étranger, voilà, tous ces sujets-là. Et puis on a on produit de la documentation pour vous aider. On a un livret d'accueil pour les familles EBEP, je vous en parlerai tout à l'heure. On est membre de différents réseaux pour pouvoir... donc il y a la FALPE, il y a différents réseaux au Maroc. On essaye aussi de vous créer des synergies, de vous aider entre vous quand vous pouvez être similaires dans vos demandes de parents. Voilà. Donc on fait tout ça et je ne suis pas toute seule. Loin de là, il y a un bureau, il y a des administrateurs et chacun agit un petit peu en fonction de ses goûts, de ses compétences. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous quand vous avez un sujet que vous avez envie de porter. On essaye de répondre au mieux et d'accompagner au mieux les parents. Et donc je vous en parlais, on a créé un guide. Alors c'est pas du tout à mon initiative, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que vous êtes acteur de la fédération. Ça vient d'un des lycées de Londres. Une des présidentes est venue en me disant mais moi j'y connais rien, les EBEP je sais pas très bien ce que ça veut dire, et il y a plein de parents qui viennent me demander des conseils. Je pense que ce serait bien qu'on ait un guide de base pour pouvoir accompagner dans toutes les APE, parce que tout le monde n'est pas compétent pour les 10. Voilà, tous les parents ne sont pas concernés. Et donc, à 4 ou 5 présidents d'APE, avec 4 ou 5 présidents d'APE, on a construit ce livret en fonction de vos besoins. Donc il y a une première partie qui est très générale, qui vous donne les circulaires dont on a déjà pu parler, les circulaires EBEP à l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire, le Cal Inclus, toutes ces choses-là. Aussi tous les plans, les PAP, les PPS, les PPRE, vous n'êtes pas forcément toujours très à l'aise avec tous ces sigles et ce que ça recouvre. Donc il y a toutes ces généralités. Et puis il y a une deuxième partie
où chaque APE, donc chaque association de parents d'élèves, peut remplir cette partie-là avec les problématiques locales, mais aussi avec peut-être le référent handicap de l'école auquel vous pouvez vous référer, l'APE justement, est-ce qu'à l'APE il y a un groupe EBEP, est-ce qu'il y a des parents qui se sont réunis, est-ce que vous pouvez en faire partie? Voilà, c'est toutes ces informations-là qui peuvent être remplies localement, donc c'est pour vous réellement un outil pour accompagner les familles et vous accompagner, vous, en tant que famille de BEP. Donc si vous ne l'avez pas, le livret, vous pouvez nous le demander à info@fape.com. On l'a en format magazine ou en format PDF. Voilà, donc dans les deux cas, on sera ravis de vous le faire parvenir. C'est aussi un livret que vous retrouvez sur notre site, mais aussi sur le site de l'AEFE et de la MLF, comme l'a indiqué hier Dominique Collado. Et puis, donc là, je vous en ai déjà parlé. Du coup, nous, on vient de mettre en place un stage pour aider les AESH ou à devenir AESH, pour celles qui sont en train de se poser la question et de se dire « je deviendrai bien accompagnant », ou les personnes déjà en place. Donc après-demain, on est que samedi, après-demain, je termine la deuxième partie du stage pour le Vietnam, où on avait 16 ou 17 inscrits, je ne sais plus exactement le nombre, voilà, on avait 17 participants. Et puis mercredi, je commence la formation pour 42 personnes, voilà, sur la zone ibérique et la zone du Maghreb. Et c'est en visio. Voilà. Alors, n'essayez plus de vous inscrire parce qu'à 45 personnes, on a fermé les inscriptions hier, je crois, parce que là on ne peut plus. Mais c'est promis, s'il y a beaucoup de demandes, on en refera. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'était ouvert. Donc pour vous, zone ibérique, pour ceux qui sont là, et pour le Maghreb. Mais promis, on en fera pour d'autres zones. Avec des décalages horaires qui nous imposent parfois de jongler un peu, mais c'est pas grave. Et les deux personnes donc, qui animent ce stage, donc, je vais commencer par moi, c'est pas très poli, mais voilà. Donc, donc moi j'anime plus la partie relation avec l'établissement, relation avec l'école, toutes ces choses que je connais bien parce que je participe à l'OBEP. Et la deuxième personne est une ancienne enseignante qui a aussi beaucoup voyagé, qui n'a pas pu toujours enseigner et qui donc est devenue aussi AESH parce qu'elle avait envie de faire ça et qui est spécialiste de l'autisme. Et donc qui me complète puisque moi j'ai plutôt une orientation 10. Donc voilà, à nous deux, on essaye de faire en sorte que les AESH aient une formation, en tout cas une sensibilisation assez générale à leur métier. On a aussi beaucoup de parents qui s'inscrivent pour comprendre ce que ça veut dire que d'être parent employeur d'AESH dans le réseau. Et bien voilà, il n'y a pas de questions, c'est bon, on continue. Alors je repasse le... Non, ben non, je te laisse. Oui, ça va marcher. Tiens. On va le faire à deux voix parce qu'il y a des slides, enfin on va rentrer dans le dur, on va dire. Alors l'école inclusive, vous en avez entendu parler tout à l'heure. Hein. Ça reste un terme. Entre le concept et la réalité du terrain, vous verrez que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. La notion d'accessibilité de la classe, ça c'est pareil, si c'était vrai, si ça se faisait partout. Et pourquoi ça ne se fait pas partout? Parce que le manque de formation, les enseignants ne savent pas faire. Et donc, du coup, on reste avec des années avec et des années sans. Donc le système, alors c'est une expression, hein, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen, vous allez devoir grimper à cet arbre. Donc vous avez un singe, un pingouin, voilà, en fait c'est ça, hein. On vous dit vous allez passer le même examen, en même temps. On va vous donner un peu plus de temps, mais ça sera le même examen. C'est-à-dire que les sujets ne sont pas adaptés à tel ou tel handicap. Tout le monde doit passer le même examen. Donc tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide, parce qu'il n'y arrivera jamais. Pour certains handicaps visibles,
de finalement de ne pas pouvoir faire quelque chose, bah c'est une évidence. Et personne ne les obligera à le faire. Alors je prends un exemple. Hein. Peut-être avec les technologies à venir, ils pourront. Mais quelqu'un qui est aveugle ne conduira jamais. Il ne pourra jamais conduire une voiture. Et on ne l'obligera jamais, heureusement, parce que ce serait dramatique. Et pour autant, dans le système actuel français, enfin un système éducatif, on veut que tout le monde fasse la même chose. Hein, et c'est là qu'on bute, on bute énormément sur les aménagements aux examens, puisqu'ils confondent égalité et équité. C'est pas la même chose. Équité, pour vous, ça veut dire quoi? L'équité ou versus égalité? Équité, c'est rendre... Oui, ils ont enlevé la barrière. Voilà, ça c'est la compensation. Et donc c'est la notion de compensation qui fait qu'on va tendre vers l'équité, mais jamais l'égalité. Et on bute là-dessus, c'est conceptuel. C'est même une guerre de tranchées. Un élève dyslexique qui fait des fautes d'orthographe, il a beau essayer, il a 18 ans, il fait toujours des fautes d'orthographe. On va lui enlever des points sur sa copie. C'est pas très juste, c'est son trouble à lui, c'est son handicap, on va dire, son trouble à lui. Si on lui donne un ordinateur avec le correcteur Word, c'est rien. C'est tout le monde ici, là, chez eux. Dans votre vie professionnelle, vous l'avez tous. Et vous n'avez pas monté un dossier épais comme ça pour avoir un ordinateur dans votre monde professionnel. Au nom de l'égalité entre les élèves, il est hors de question de favoriser un dyslexique au moment de l'examen, parce qu'il aura le correcteur d'orthographe pour les matières où on n'évalue pas l'orthographe. C'est ça qu'ils nous disent. Et ils nous disent pire. Les parents d'élèves des autres qui ne sont pas touchés pensent que leurs élèves n'iront pas dans les grandes écoles et se feront doubler par un dyslexique qui a eu 16, grâce à son ordinateur. Donc en fait, tout le monde a peur de tout le monde, il y a une espèce de tension, de compétition, alors que la plupart des 10, hein, moi j'en connais pas, qui n'ont pas dû travailler des heures et des heures pour faire les devoirs. Enfin, j'en connais pas. Enfin, ils ont tous été très laborieux. C'est vraiment, ça touche par exemple, si vous avez des jeunes parmi vous qui vont vouloir devenir médecin. En médecine, il faut faire un dossier épais comme ça, enfin, pour juste avoir l'autorisation de continuer à utiliser la calculette, la calculatrice. Moi, je connais un pharmacien dyscalculique, enfin un problème avec les chiffres, mais le pharmacien, vous allez me dire, c'est un problème, hein, parce que le médecin, il dit pendant une semaine, prendre matin, midi et soir tel médicament. Donc il faut transposer le nombre de boîtes. Ça peut coûter cher à la sécurité sociale si ce n'est pas calculé le nombre de boîtes. Mais en fait, le conditionnement est très standard. Une fois que vous êtes fait des tableaux, vous automatisez, vous voyez ? Au début, vous calculez, vous prenez la calculette, vous faites des trucs. Puis après, au bout d'un moment, vous savez combien de boîtes pour une semaine, 2 semaines. Et pourtant, il a un problème de mémorisation, de multiplication. Il n'arrive pas à prendre les multiplications. Il est pharmacien. Vous voyez, rien n'est impossible. Sauf que les jours d'examen où c'est chronométré, tout ça, s'il n'avait pas eu la calculette, il n'aurait pas pu finir son concours. Voilà. C'est ça l'équité. C'est de rétablir finalement quelque chose qui est reconnu. Les 10 sont reconnus en France depuis 2001, mais enfin, ça fait 100 ans que ce trouble est connu au niveau mondial. Encore en France, il y a des préjugés sur ces troubles-là. Il y a un grand débat sur l'invisibilité. Évidemment, ça ne se voit pas. Ils parlent bien pour certains. Et on se dit, mais c'est des parents qui poussent pour avoir des meilleures notes. Vous voyez, c'est des schémas comme ça. Et la peur de... Voilà. Donc la notion d'école inclusive,
pour nos troubles, c'est vraiment c'est jusqu'au bout, jusqu'aux examens, qu'ils soient évalués sur leurs compétences, sans leur mettre en plus une entrave, enfin, des barrières, alors qu'ils pourraient réussir et être des très très bons professionnels. On n'en doute pas, mais il faut qu'ils passent. Il faut qu'ils passent. Voilà. Donc la notion d'égalité-équité, elle est très importante et on n'a pas fini d'en entendre parler parce que c'est toujours pas dans la notion d'école inclusive et pourtant c'est indissociable sur la notion d'égalité. C'est la compensation et l'accessibilité. La compensation, l'accessibilité, on en a parlé à la dernière conférence, elle vous a expliqué ce qu'était l'accessibilité en classe, mais la compensation, elle est aussi nécessaire, notamment avec la calculatrice. C'est un exemple. Voilà. Donc la compensation permet à une personne handicapée de bénéficier de mesures individuelles afin de recevoir l'enseignement auquel il a droit. Voilà. Enfin, c'est ça. Enfin, et ça existe dans le contexte. Au passage, vous savez que la France donc, a été condamnée à plusieurs reprises par les Nations Unies pour ne pas respecter ça. Pour être trop médical, c'est-à-dire que vous avez des droits que si un médecin a dit oui. Il faut toujours un médecin qui dise oui, il est dyslexique, il a besoin de ça, 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 ça. Oui, il a le droit d'avoir un plan d'accompagnement personnalisé. Vous voyez ? Et donc ça, c'est condamné par les Nations Unies. Bon, la France est condamnée souvent, mais pour autant, les textes ne bougent pas. On reste avec des barrières d'accessibilité. Alors, pour les établissements français à l'étranger, on a une petite variation, c'est que en fait, vous pouvez avoir le PAP ou le PPS, ce qu'on appelle local. C'est-à-dire que le PPS ou le PAP ne va pas passer par le rectorat et le médecin scolaire. Néanmoins, il faut que vous fassiez attention, c'est que quand il va y avoir justement la demande d'aménagement aux examens pour les brevets, enfin brevets et baccalauréat, il faut quand même que vous ayez des bilans qui puissent justifier du fait que vous allez demander des aménagements. Parce que là, par contre, quand vous demandez les aménagements aux examens, vous repassez dans le système français avec le médecin scolaire. Donc là, j'ai eu des cas l'année dernière de familles qui ont eu un refus d'aménagement aux examens parce que le bilan n'était pas exactement ce que le médecin scolaire français demandait, alors que l'enfant avait eu ses aménagements dans son lycée français à l'étranger depuis le début quasiment de sa scolarité. Donc voilà, ça c'est notre petite différence, c'est qu'il y a une espèce de, enfin il y a quand même une flexibilité par rapport à la France. Les enfants peuvent avoir un PAP ou alors plutôt le PAP que le PPS, c'est le PAP, qu'on appelle local, qui en fait est défini parce que l'enseignant considère qu'il y a un problème, que vous dites, ben oui, il y a besoin d'un accompagnement particulier, et puis en général, vous avez quand même trouvé une orthophoniste, une psychomotricienne qui pouvait vous aider à poser des noms sur les difficultés des enfants. Mais voilà, nous, on ne passe... Enfin, nous... Vous avez compris ce que je voulais dire. On ne passe pas forcément par le médecin scolaire, donc on a la chance de pouvoir quand même avoir des aménagements en classe sans avoir le couperet médical complet. Mais le couperet tombe au moment du brevet. Tombe au moment du brevet et du bac, donc il faut que vous soyez vigilants. Sur les cas que j'ai eus, honnêtement, on en a eu 3 cette année, qui me sont remontés. On n'a eu aucun problème avec le recours. Oui, il faut faire des recours après. Voilà. Et surtout passer par nos associations. Moi, je vais transférer. Voilà, ou moi, je vais le transférer. Mais en tout cas... Isabelle ? Oui. Oui.
Exactement. Il faut avoir une traduction pour l'envoyer au rectorat, exactement comme la MDPH, vous avez entendu hier. La traduction n'est pas forcément assermentée, mais c'est bien quand même qu'on puisse prouver que la traduction n'est pas sortie du chapeau de n'importe qui. Moi, je vous conseille aussi peut-être de faire valider ou par le médecin scolaire de l'école ou par le chef d'établissement qui s'engage à dire bah oui, la traduction est bonne. Enfin, c'est bien que vous puissiez prouver que vous ne l'avez pas inventé cette traduction. Mais oui, vous aurez besoin de fournir un bilan qui soit traduit si ce n'est pas un médecin français qui l'a fait. Mais voilà, soyez vigilants à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de demander des aménagements pour vos enfants pendant la scolarité, mais le coup près de l'examen peut être très dur si vous n'avez pas complètement respecté la procédure française, entre guillemets. Alors, il faut redemander un aménagement au moment du bac. Maintenant, on vous demande de l'anticiper. Il faut le demander en fin de seconde, cet aménagement. Enfin, durant l'année de seconde, vous allez faire le dossier de demande d'aménagement pour la première. Première et terminale, ce sera le même dossier. Vous n'avez pas besoin d'en faire deux. Ça, c'est sûr. Et si vous avez déjà eu un aménagement votre enfant a déjà eu un aménagement pour le brevet, c'est une demande simplifiée. C'est-à-dire que c'est un dossier beaucoup plus léger. Vous refournissez juste le fait qu'il a eu son PAP en seconde. Vous fournissez bien la première acceptation de demande d'aménagement pour le brevet. Et si vous n'avez pas changé vos demandes d'aménagement, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'évolution, je dis un truc tout bête, si c'est juste, entre guillemets, un tiers-temps avec la calculatrice, voilà, et que ça n'a pas bougé entre le brevet, donc la troisième, et la première et terminale, demande simplifiée. Par contre, si vous avez évolué dans les aménagements, si vous voulez demander en plus l'ordinateur, par exemple, là, vous repassez par une demande complète. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. En fait, cette procédure simplifiée, ils appellent, c'est parce qu'on a milité qu'il fallait arrêter de redemander des choses alors que le plan d'accompagnement le prévoyait. À partir du moment, tout le long de l'année, ça fait 4 ans que vous avez ça, pourquoi redemander des bilans coûteux, repasser devant une orthophoniste, un neuropsychologue, toujours pour constater que le trouble est là, ça ne servait à rien parce qu'on sait que ça ne s'efface pas. Le trouble à 15-16 ans est toujours là, il sera toujours présent. Et qu'on refasse des bilans au passage en collège, entre le primaire et le collège, peut-être qu'il y a des choses qui sont améliorées, mais ça ne s'efface pas. Sauf qu'entre les aménagements au brevet et aux aménagements pour le bac, ce n'est pas du tout les mêmes épreuves. En français, pour le brevet, vous avez la dictée choix multiples ou à trous. Mais pour le français, après, c'est plutôt des textes, donc des textes en moins. Et tout ça doit être écrit dans le plan d'accompagnement. Vous devez écrire tout dans le plan, tout ce que vous allez mettre en place tout le long de l'année. Si ce n'est pas mis tout le long de l'année, il vous le sucre. Donc, du coup, il faut écrire. Exactement, et donc le faire valider par un médecin, puisque le médecin est garant de l'égalité entre les élèves, les candidats, et surtout vraiment en quatrième, faire bien le PAP comme il faut pour la troisième, en seconde pour tout le lycée. Si vous n'avez pas vos aménagements pour le brevet, c'est mort pour le lycée. Donc vous devez faire des recours pour avoir ce fameux tiers-temps, le temps supplémentaire pour se relire. Les langues, vous avez les langues, les aménagements sur les langues. Vous pouvez être interrogé que sur une langue au lieu de 2. Vous pouvez être interrogé à l'oral ou à l'écrit. Enfin, les langues peuvent être un problème pour certains 10. Et pour la dictée à trous. S'ils ne vous accordent pas tout ce que vous avez demandé, ou partiellement, si vous enlèvent la langue, par exemple, ça veut dire que pour le lycée, vous allez ramer. Ils vont prendre ce qu'ils vous ont accordé en troisième, au brevet, et là, c'est acquis.
Et ce qui vous a été accordé tout au lycée, c'est acquis pour l'université. C'est acquis, c'est portabilité. Sauf qu'il faut être très dans les procédures et pas lâcher, faire des recours. Et saisir Corinne, m'écrire à moi aussi. De toute façon, ça marchera. On portera tout ce qui est législation française. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est extrêmement injuste. Et ils ne sont pas très réactifs. Ça peut être un mois avant les examens. Donc ça crée beaucoup de stress. Alors nous, on a eu le cas, le recours est arrivé, enfin la décision du recours est arrivée 3 jours avant. Ouais, moi, le brevet. Mais voilà, ne lâchez pas parce que c'est important. Et je sais que moi, je travaille vraiment super bien avec le référent handicap de l'AEFE et le référent handicap de la MLF. Et c'est des super recours. Enfin, moi, je les appelle et je leur dis il y a un souci. Et en général, la machine se met en route et ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. Mais en effet, il faut anticiper. Anticiper vraiment les aménagements que vous allez demander. Parce que si, par exemple, tout à coup, vous réalisez qu'il va falloir un secrétaire justement pour le bac, pour écrire, faut pas le demander s'il l'a pas eu pendant. Enfin, on peut le demander, mais ça va être plus compliqué. Si vous avez eu des AESH dans le parcours, ça peut se justifier. Ça aide, voilà. Mais évidemment, au lycée, l'AESH, elle n'est plus là. Mais elle a existé. Donc ça veut dire que de temps en temps, il avait besoin d'écrire avec la dictée. Enfin, quelqu'un écrive à sa place pour réussir. Écrire sous la dictée. Oui, mais en général, enfin, je ne sais pas, pour toi, les pourcentages. Nous, c'est faible. Hein. Chez nous, c'est pareil. On les perd, en fait. Hein. Ouais. Alors, en France. Chez vous ? En France, il n'y en a quasiment pas. Dans le réseau, honnêtement, je n'ai aucune connaissance d'AESH au lycée. Au lycée, oui. Mais si vous l'avez, vous l'avez, hein. Gardez-la. Si tout le monde est d'accord pour continuer, il n'y a pas de motivation légale à ne plus avoir d'AESH à partir de la seconde. C'est qu'en général, la plupart du temps, ou l'enfant, ou les parents financièrement ne peuvent plus aussi. Il y a aussi cette situation-là. Mais en général, c'est parce que l'enfant, il a moins envie. D'avoir une aide et c'est pas mal non plus parce que peut-être qu'il se sent autonome, donc c'est bien aussi. Mais il y a toujours la possibilité légale entre guillemets d'avoir une AESH en... Oui. Oui, c'est pour ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des situations, l'AESH peut tout à fait aller jusqu'en terminale avec l'élève. Il n'y a aucun... Non mais voilà, globalement, il y a très 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 peu d'AESH sur le lycée. Et du coup après vous pouvez demander un scripteur qui remplacera l'AESH au moment des examens. Un lecteur. Un scripteur lecteur qui reformule voilà. Et qui écrit sous la dictée. Il nous reste une demi-heure. Bon, ça va le faire. Oui, mais on a déjà dit pas mal de choses. Voilà. Ouais. Moi, je voulais vous dire qu'il y a quand même quelques textes officiels qui sont adaptés vraiment au réseau, notamment la circulaire d'août 2021. Vous la trouvez sur le site de l'AEFE, le site de l'AMLF et le site de la FAP. C'est vraiment une circulaire qu'on a travaillée, vraiment j'ai été hyper active aussi là-dessus, pour que cette circulaire qui est d'abord faite pour la France puisse être adaptée pour le réseau. Et on a même servi finalement d'exemple parce que nous on ne s'est pas contenté dans le réseau de parler de handicap, on a vraiment voulu parler de besoins éducatifs particuliers parce qu'on a aussi toute la population allophone qui a des besoins particuliers. Donc maintenant, l'éducation nationale finalement a repris notre texte. Donc c'est pour vous dire que quand on travaille bien, ça fait bouger des choses. Donc cette circulaire, c'est vraiment les fondements de l'école inclusive dans le réseau. Voilà, c'est vraiment là-dessus que les chefs d'établissement et vous, parents, vous pouvez vous appuyer pour faire
que l'école inclusive arrive dans vos établissements. L'OBEP, ben, je vous en ai parlé, mais là vous voyez un petit peu plus tout ce qu'on fait à l'OBEP, hein, et c'est vraiment aussi l'instance qui permet de faire évoluer le réseau vers l'école inclusive. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces 4 dernières années. L'ancien directeur de l'agence a vraiment poussé pour que l'inclusion soit une réalité dans les réseaux. Dans le réseau. Alors évidemment, c'est pas parfait. Vous allez me dire qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais moi, j'aime bien m'appuyer sur ce qu'on a gagné déjà, et c'est déjà beaucoup. Si on parle des AESH, si on parle, l'allocation AESH, elle vient du fait qu'à l'OBEP, on a commencé à dire, mais là, c'est pas possible que les familles assument toutes seules systématiquement tout. Par exemple, ça fait partie des choses. Si dans certains de vos établissements, il y a des orthophonistes ou des psychomotes qui peuvent intervenir dans l'établissement, ça c'est aussi parce qu'on l'a porté beaucoup. Et puis ça, je le mets au crédit d'Isabelle. La dernière chose, c'est que si vous avez des commissions EBEP au niveau de vos lycées, ou en tout cas un observatoire peut-être aussi au niveau de vos lycées, au niveau des instances, hein, c'est-à-dire qu'il y a le chef d'établissement, l'infirmière, les parents, les enseignants qui sont dans cette commission école inclusive, ou s'il y a des pôles ressources école inclusive, c'est vraiment parce que je crois que depuis 10 ou 15 ans, Isabelle passe son temps à marteler, pensez à l'école inclusive et pensez aux commissions. Voilà, ça c'est très important. Et l'autre chose qu'on a, je pense aussi à apporter, c'est qu'on a un petit peu insuffler dans les APE aussi la possibilité, enfin vous donner la possibilité de faire des sous-groupes entre guillemets dans vos APE de parents 10 avec des groupes de parole et d'accompagnement. Voilà, tout ça c'est des choses qui ont bougé parce que on essaye de porter les choses avec vous. Le référent handicap, c'est la même chose. Si vous avez des référents handicap dans vos écoles, c'est vraiment parce qu'à l'OBEP, avec Isabelle, on a énormément poussé pour dire il faut que les enseignants s'engagent aussi, et il faut qu'il y ait un référent handicap pour que les parents et les enseignants sachent vers qui se tourner quand il y a un souci. Voilà. Et sur la formation des enseignants, vous en avez entendu parler hier aussi, sur le DU, à l'INSHEA, maintenant INSEI, pour la première fois, je crois, dans l'existence de l'OBEP, et un parent d'élève, moi, a assisté à toutes les discussions entre l'AEFE, la MLF et l'INSHEA sur le contenu du DU, alors que les parents n'étaient pas concernés en fait. Enfin, le DU n'est pas ouvert aux parents. J'avais demandé à ce qu'il soit ouvert aux parents, là-dessus j'ai perdu, mais j'ai gagné la bataille, c'est-à-dire que j'ai participé à l'élaboration du programme. Parce que ça me semblait très important aussi qu'on comprenne ce que les parents demandent aux enseignants et non pas juste dire voilà, les enseignants, ils ont identifié ces besoins-là, mais moi j'ai vraiment porté aussi, voilà donc à quoi on sert. Et c'est bien aussi que vous nous fassiez des retours parce que c'est ça qui nous permet de faire bouger les choses. Là, on va rebalayer les actions des professionnels de santé. Ça, on va aller vite. On peut aller plus vite parce que, en fait, il y a très grosse différence entre la France et la base. On va aller vite, mais il faut bien comprendre que la notion de errance diagnostique est assez importante. On le vivait en France, et donc ça a été clarifié dans les parcours, et de bien connaître qui fait quoi, quels sont les professionnels qui agissent. Il faut vraiment savoir que c'est les familles, à 8 fois sur 10, qui repèrent les difficultés des enfants. Vous restez la cheville ouvrière, hein, c'est pas l'école, hein, ensuite. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, mais les parents, vous devez rester toujours au cœur du dispositif, et c'est vous qui décidez. Hein. La loi 2005, elle est claire. Ce n'est pas les enseignants qui vont décider. Donc, tout ça pour dire que s'il y a eu des recommandations sur comment améliorer le parcours de santé, c'est que ça se coordonne, ça se réfléchit, ça ne se fait pas avec n'importe quel professionnel. Donc vous avez évidemment l'orthophoniste qui est la cheville ouvrière sur l'oral, l'écrit, les mathématiques, mais toutes ne font pas les mathématiques.
Vous allez voir, c'est pas forcément. L'orthoptiste, on en entend parler. Je ne sais pas si vous connaissez l'orthoptiste. Et pourtant, c'est un professionnel qui évalue les capacités de stratégie visuelle, qui équilibre oculomoteur et qui oriente du regard. Il y a des rééducations qui marchent pour certains quand ça relève de l'orthoptiste, c'est-à-dire des enfants qui sautent, qui ne stabilisent pas leur vision, en gros. Hein. Et parfois, ça peut être, grâce à l'orthoptiste, la lecture s'améliore. Vous voyez ? Mais quand il y a un problème visuel. Hein, c'est pas voilà, hein, les lunettes noires, vous effacez. C'est pas, les lunettes et la loupe. La lampe. La lampe. La lampe. La loupe. Ensuite, le psychomotricien. Alors, vous avez les psychomotriciens en Espagne, vous avez les ergothérapeutes. Vous avez les deux, c'est ça ? Oui. Donc ça, c'est les psychomotriciens, c'est la motricité globale, tonus. Alors on dit, beaucoup de médecins disent que c'est plutôt pour les plus jeunes, que l'ergothérapeute c'est plus tard, quoi. Mais ils ne travaillent, en principe, c'est pas le même métier qu'avec les ergothérapeutes, qui évaluent également la motricité fine, mais qui aussi travaillent l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à par exemple dans Outlook, dans le PowerPoint, comment aménager, rendre accessibles les outils. Ils sont vraiment, et eux rentrent dans l'école. L'ergothérapeute rentre dans l'école. Le psychomotricien, vous allez chez lui, il a une salle de jeu en fait. Souvent on les différencie un peu comme ça. Ouais. Donc l'ergothérapeute pour les dyspraxiques. L'autisme et la dyspraxie, souvent vous avez l'ergothérapeute qui peut avoir un rôle majeur. Pour l'ordinateur particulièrement, si vous décidez que l'élève va avoir un ordinateur, l'ergothérapeute peut être un excellent soutien pour ce que j'appelle la prise en main de l'ordinateur. L'ergothérapeute travaille dans les structures où il y a des personnes en situation de handicap. Tout ce qui est aménagement, par exemple, quelqu'un qui a eu un AVC, il faut aménager sa salle de bain. C'est lui qui étudie toutes les aides techniques qui peut rendre accessible finalement d'aller à la douche. C'est l'ergothérapeute. Pas confondre avec ergonome. Vous voyez, enfin, les textes en français, enfin les termes sont... Voilà. Ergonome, vous l'avez dans le monde du travail pour l'ergonomie du travail. Enfin bon, on ferme la parenthèse. Ensuite, vous avez vraiment un professionnel incontournable qu'on retrouve dans les établissements. Mais nous, on aime bien les psychologues qui ont le courant neuropsychologique, qui, eux, font des bilans psychométriques, pas que, examens psychologiques. Et c'est vrai que vous avez eu Hervé Glazel tout à l'heure, c'est un neuropsychologue. C'est un neuropsy. Voilà. Ouais. Et le bilan en neuropsychologie, il est incontournable, quels que soient les troubles. Parce que lui, il fait vraiment le 360, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Et l'orthophoniste va se servir du bilan du neuropsychologue pour prendre ce qui va, les parties cognitives qui marchent bien pour rééduquer ce qui ne va pas bien. Voilà. Donc lui, il fait un boulot donc psychologue, neuropsychologue. La différence, le psychologue entre neuropsychologue et psychologue tout court, quand ils se disent non neuropsychologue, c'est pas un titre qui existe dans la nomenclature des professionnels. C'est quelqu'un qui a étudié la neuropsychologie, enfin disons qu'il a le volet neuro. Le psychologue tout court, c'est celui qui fait également les QI, mais qui surtout va vous écouter parce que ça ne va pas bien, vous déprimez un peu, il va vous remonter la pente. Si je fais le parallèle, par exemple, quand vous vivez des moments forts dans votre vie, le psychologue essaye de vous faire passer des caps, le divorce, un accident de voiture, la mort de quelqu'un, vous voyez, il va vous aider psychologiquement à remonter la pente. Sans tomber dans la psychanalyse, bien sûr. Et ensuite, vous avez les neurologues, les neuropédiatres, les pédopsychiatres. Neuropédiatre, c'est pour les enfants, et les neurologues, il y a des neurologues spécialisés sur les 10, mais qui sont souvent plus pour les adultes. Plus adultes. Ouais.
Donc là, on a vraiment les pédopsychiatres souvent sur le TDAH. Ils sont plus au point pour la médicalisation, on va dire. Mais souvent pour les 10, c'est les neuropédiatres ou neurologues, enfin souvent les neuropédiatres qui sont les plus pointus pour détecter s'il y a d'autres problèmes neurologiques, comme l'épilepsie. Voilà. En gros, une orthophoniste, elle va vous dire « Ouh là là, il y a quelque chose ». L'ergothérapeute va dire « Ah, il a la motricité qui n'est pas très bonne ». Vous avez le neuropsychologue qui dit « Ah, il est intelligent, mais il a des écarts entre le verbal et les visions spatiales. » Et puis, vous avez le médecin qui fait la synthèse médicale, qui lui ne fera pas la rééducation. Il n'a rien à gagner, lui, le médecin, à part de faire une synthèse médicale et dire c'est bon, il voit bien, il entend bien, il n'a pas de tumeur au cerveau, il n'a pas de pathologie autre qui se soignerait autrement. Tous les autres professionnels ont un enjeu de prise en charge derrière. Donc ils ne sont pas neutres, c'est pas qu'ils veulent faire vous prescrire des séances, ils veulent essayer avec leur pratique. C'est plus fort qu'eux, ils vont dire je vais l'aider, je vais pouvoir l'aider. Oui. Et donc, l'arbitre, c'est le médecin qui va finalement faire un peu le chef d'orchestre, qui va prioriser les prises en charge. Voilà, ça, ce serait le rôle des médecins formés, bien évidemment. Et c'est très souvent, en fait, le neuropédiatre qui va signer le formulaire, le certificat médical pour la MDPH, par exemple. Voilà. Alors j'imagine qu'en Espagne, il y a des professionnels qui sont pris en charge par la sécurité sociale, enfin l'équivalent, et d'autres non, comme en France. Est-ce que l'orthophoniste est pris en charge par la sécurité sociale en Espagne? Je crois que ça dépend des mutuelles. Ah, c'est une histoire de mutuelle, d'accord. En tout cas, à l'étranger, en règle générale. Alors ça dépend. Si on ne parle pas que de l'Espagne et qu'on parle de l'étranger, dans certains pays, ça dépend de la mutuelle. Certains de ces praticiens peuvent être pris en charge, d'autres non, et c'est vraiment en fonction de la mutuelle qu'il y aura un remboursement. En France, là où il y a une petite étoile, c'est pris en charge. Tout le reste, non. Alors ce qu'on dit, hein, ces tests, ces bilans, doivent être chiffrés et normés. Si c'est juste une feuille, blablabla, ça ne va pas être bon, parce qu'en fait, ils vont pas aider les autres professionnels. Ils sont indispensables au fameux plan d'accompagnement. On vous conseille de garder toujours les originaux et de fournir des copies. Faites des scans, hein, en fait, hein. Mais gardez bien toutes ces pièces parce que ça... Voilà, je sais que la plupart des professionnels maintenant de santé envoient par mail, par PDF. Voilà, c'est pas très archaïque, mais il faut garder tout ça. Donc, bon, ça, on va passer. Si je voulais dire un truc... je voulais dire un truc quand même, mais peut-être que vous y aviez droit. Je crois que je l'ai pas mis, mais j'ai interrogé la délégation interministérielle. Donc suite à ça, ce problème-là de non prise en charge, c'est 1 500 € hein, en France. Ça coûte 1 500 € si on veut faire un bon bilan, sans compter les rééducations derrière. Le gouvernement a créé les plateformes de coordination d'orientation. Tu l'avais mis et je les ai... Tu me l'as sucré? Je l'ai sucré pour aller plus vite. Non, mais je me suis fait confirmer. Quand vous rentrez en France, ceux qui rentrent en France... Ah oui, pour le retour. Non. Vous rentrez en France parce que vous avez un pied à terre en France. Vous avez le droit d'aller là où vous habitez. Vous habitez dans le 75, c'est Paris, ou dans le Nord. Vous pouvez saisir la plateforme de coordination d'orientation pour avoir ces bilans pris en charge. Vous avez le droit. C'est ouvert aux Français basés à l'étranger. Ah, mais tu me l'as sucré. Mais parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Renseigné pour vous. Je ne savais pas cette subtilité. Je l'apprends en même temps que vous. Bien sûr. Alors, parce que si vous n'avez pas ces bilans, je vous la ferai passer la slide.
Je l'ai encore. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Non, parce que je me dis, mais combien il y en a qui nous écrivent en nous disant, je passe à Paris, est-ce que je peux prendre rendez-vous à quel endroit à Paris pour faire un bilan? Et puis les bilans, c'est pas que pour les examens, c'est juste dire, voilà où j'en suis. Est-ce qu'il a progressé? Où j'en suis? Est-ce qu'il est, enfin voilà, comment évolue le diagnostic? Parce que parfois, il se rajoute de la dyspraxie, quoi. Enfin, il ne se rajoute pas, il y est, mais on affine le diagnostic. Il s'affine, il y a une démarche diagnostique, quoi. En fait, à 4 ans, à 11 ans, on refait des bilans. On s'est battu pour que ça aille jusqu'à 12 ans. Donc, dans certains endroits, on peut vous les prendre jusqu'à 12 ans. C'est des petits, mais bon... Et après, au-delà de 12 ans, parce qu'on a dit quand même il y en avait au-delà de 12 ans qui n'avaient toujours rien, il va y avoir quand même les centres de référence pour les plus de 13 ans. Donc ça, pour les Français qui ont un pied-à-terre, la maison secondaire, les parents, machin, qui ont quelque chose en France, peuvent aller dans le département où ils sont. Et vous avez droit à donc avoir ces plateformes qui peuvent au moins avoir les premiers bilans gratuits. Reste à charge 0. Voilà. Ah oui, tu vois, mais en plus j'avais demandé au ministère, parce que je me suis dit, je vais à Barcelone, je vais demander. Ah, tu me l'as squeezé. Bon, c'est pas grave, je ne l'avais pas vue. Je me disais, je la cherche. Voilà, moi, je pense que c'est important parce qu'on s'est battu. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à avoir de l'aide à l'école parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des bilans, parce qu'ils ne pouvaient pas les financer. Ensuite, ces plateformes, et là, c'est peut-être pas votre cas, une fois que vous avez les bilans, vous avez la possibilité, si nécessaire, et notamment pour le champ de l'autisme, avant 6 ans, c'est d'avoir 1 année, voire 2 années de prise en charge gratuite par le psychomote, l'ergothérapeute ou le psychomotricien. Voilà, bon. Donc, on ferme la parenthèse. En France, c'est ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, ça va se transporter un jour. Les pays européens vont nous le voler, le truc. L'idée est géniale. Et tout ça, c'est pour démarrer le plus vite possible et trouver des solutions locales. En attendant, ne pas laisser un enfant sans aide pendant des années. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ce qu'on voulait voir... Bon, pour dire que les aides pédagogiques, elles sont décrites dans la page 23 de la Haute Autorité de Santé, vous dire qu'en France, on a beaucoup écrit, il y a beaucoup de textes, et là où on bute, c'est la déclination sur aujourd'hui, dans telle salle, dans telle classe, avec tel professeur. C'est-à-dire que comment c'est appliqué partout de manière homogène, ce qui est plus difficile. Donc vous avez vraiment des indications pédagogiques. Vous avez la notion de double tâche, ça a été dit dans l'atelier numérique ce matin. La double tâche, c'est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas écrire quelqu'un qui a du mal à écrire, écouter le cours en même temps. C'est-à-dire qu'il va être tellement lent dans l'écriture. Voilà. C'est-à-dire ne pas le faire écrire, il écoute, on lui donne le support, même s'ils sont en création complète. Tous les cours sont nouveaux. Qu'importe, on allège, on scanne, enfin, on trouve une solution pour que l'élève profite du cours. Voilà. Donc c'est la fameuse notion de double tâche qui est remise. Alors la Haute Autorité de Santé, c'est quelque chose qui est très... quand c'est écrit par la Haute Autorité de Santé, c'est un consensus de professionnels. Donc c'est un peu la Bible, vous voyez, c'est pas Nathalie Gros qui dit ça. Bon, voilà, c'est pour vous dire ça. Et ensuite, vous avez, alors on les appelle les MPA. Aujourd'hui, vous avez Fuseau qui vous a montré des outils. Et donc, il y a des endroits où vous pouvez regarder les outils qui pourraient correspondre ou qui pourraient dire, ben là, pour mon jeune qui est dyslexique, ça correspond. Mais là, non, c'est plutôt la tablette. Là, c'est plutôt... Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'outils. Donc, l'accès à la lecture, l'accès à l'écrit, vous avez plein de choses. Je n'ai pas mis Fuseau ou je ne sais quoi, quelle marque. Derrière, il y a multiples solutions. C'est-à-dire qu'elles existent. Des fois, c'est un tout dans un ou séparé, quoi. Il faut aussi savoir qu'avec rien que Word,
L'accessibilité par Microsoft, c'est un point extrêmement fort à l'heure actuelle et ils développent énormément de choses. On a parlé d'apprentissage universel là tout à l'heure, mais l'accessibilité universelle, avec Word, déjà, vous faites beaucoup de choses. Enfin, il y a énormément de petits outils qui sont déjà très utiles sans aller chercher trop loin trop de choses en fait. Oui, oui. Donc il y a les livres audio, enfin il faut taper dans les listes. Il y a aussi une chose à laquelle vous pensez très rarement, parce qu'on est souvent focalisé en silos. Là. Il y a les 10, il y a les aveugles, il y a les... franchement, si vous allez taper dans les bibliothèques des non-voyants, ça vous aide. Enfin, ça aide les personnes dyslexiques. À Paris, on a une librairie qui s'est ouverte qui s'appelle Grand Caractère, les grands caractères, qui est en principe pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et finalement, moi, j'y trouve plein de choses pour les élèves dyslexiques, parce que c'est écrit plus gros, parce que c'est mieux fait. Ben, voilà. Donc, ne marchez pas en silo non plus. Hein. Allez voir dans d'autres domaines et les audiobooks avec toute la bibliothèque d'audiobooks, c'est plus Valentin A8, je ne sais plus comment ils se sont regroupés là. Il y a énormément de bouquins à la disposition, enfin d'audiobooks à votre disposition. Sur ce sujet-là, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a dit. Il a dit, c'est pas les aveugles, c'est pas les 10. Il a dit tous ceux qui sont empêchés de lire, ils doivent avoir accès à la lecture. Tous ceux qui sont empêchés de lire. Je suis aveugle. Bon, voilà. Mais même pour les allophones. Hein. Voilà, tous ceux qui sont empêchés de lire. Donc, à partir du moment, notamment en France, ça peut marcher, je pense. Hein. Les médiathèques ont donc des livres audio. Et par exemple, si vous avez un roman que vous devez lire, et puis s'il vient juste de sortir, évidemment, il n'est pas en audio, eh bien, théoriquement, il doit être adapté. Il y a une commission, il y a des gens qui adaptent et il suffit de taper à leur porte, ils vous envoient le fichier. Il suffit d'avoir le plan d'accompagnement et ça suffit. Il n'y a pas besoin de prouver, d'aller voir un médecin. Il vous envoie le livre. Là où on se bat un peu, c'est les trucs scolaires, hein, c'est-à-dire les manuels scolaires. Les manuels scolaires doivent être adaptés également, doivent rentrer dans les ordinateurs pour de manière à alléger tout ça. Bon, c'est plus ou moins fait. La difficulté, c'est que, je ne sais pas comment ça marche en Espagne, mais en tout cas, en Italie, il y a un livre d'histoire géo. Pour tout le monde. En France, il y en a 10. Liberté pédagogique. Donc, il faut adapter tous les livres, tout le temps. Et en Espagne, vous avez beaucoup de livres. Vous avez beaucoup de livres en Espagne. Alors, je pense que c'est comme, en fait, ils prennent la même, comme c'est le programme français, c'est la même chose. Vous avez autant de manuels que d'éditeurs et de. Oui, exactement. Et donc, c'est très dur. Et vous les avez sous forme numérique? Oui. Oui. C'est bon. Donc, ça, c'est bien, c'est super. Donc, vous avez tout ça. Vous avez le carton fantastique également. Donc, tout ça est réuni dans des ressources que vous aurez. Je vous laisserai les découvrir. Voilà. Ça, c'est un rappel des textes réglementaires en 5 points. On peut le faire à 2 voix. Il y a les conditions de déroulement des épreuves. Donc il y a l'aide technique, l'aide humaine. Les adaptations de support, il y en a qui veulent des trucs un peu plus grands. La majoration du temps imparti, vous pouvez la voir à la préparation, pendant l'oral, vous pouvez la voir partout. Et vous pouvez la dissocier. Hein, ça peut être que pour l'oral et voilà, vraiment ça peut s'adapter. Hein. Et c'est pas forcément un tiers-temps. Non. Attention, parfois c'est 1/6 de temps, moins souvent, mais ne soyez pas surpris, parfois il y a des académies où le tiers-temps ils n'aiment pas, donc ils donnent un peu moins. Oui, ce qui est complètement le 6e, c'est pour les gens qui font des pauses, qui doivent aller marcher. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, mais en principe c'est le tiers-temps. Le tiers-temps, c'est presque une double peine, puisque vous passez plus de temps, donc ils sont fatigables, vous voyez, mais
En règle générale, c'est pour que les personnes aient le temps de se relire. Voilà. Alors, certains, ce que nous, on conseille, c'est de le demander partout. Et après, votre enfant l'activera ou pas. Oui. Par exemple, à l'oral. Souvent, ils disent non, pas de tiers-temps à l'oral. Pourquoi ? Parce qu'ils y passent plus de temps, ils ont encore plus de questions. Alors là, par contre, préparer l'oral, je passe un peu plus de temps, je me relis. Et quand je passe à l'oral, je ne veux pas un tiers-temps de plus, parce qu'il pose plus de questions. Vous voyez ? Mais au moins que le jeune dise oui, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Quand il a le papier, ça veut dire qu'il peut. Oui. Il a le droit. Le tiers-temps, il peut sortir avant la fin du tiers-temps. Ou même à la fin de l'examen comme tout le monde, sans utiliser le tiers-temps. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a le tiers-temps qu'il est obligé d'aller au bout. Voilà. Ensuite, quand vous montez le dossier, alors c'est mal fait. C'est une phrase, ils ne savent pas la lire, personne ne sait la lire. Il y a une petite case à la fin qui dit « Est-ce que je conserve mes notes en cas de redoublement ?» C'est-à-dire, je redouble mon bac ou je redouble mon BTS. Je peux garder les notes supérieures à 10, mais également celles qui sont inférieures. Par exemple, j'ai eu 9 en anglais, c'est super, je ne peux pas plus. Donc, je la garde. Je garde mon 9 ou je garde mon 7 quand c'est du français que je risque d'avoir encore moins. Et cette petite case, si vous ne la cochez pas et que vous redoublez, il faut redemander le dossier complet. Elle est faite, cette case, elle dit « je conserve les notes si je redouble ». Mais bien sûr, il faut redoubler pour conserver les notes. Enfin bon, j'ai dit « mais relisez la phrase, ça veut dire que je la coche, je prévois, comme ça évite de remonter un dossier ». Et donc souvent, ils mettent du blanco parce qu'ils disent « vous ne savez pas lire ». Donc insistez, cochez la case, elle ne mange pas de pain. J'ai le droit de conserver mes notes si je redouble. Il y a des enfants qui ont besoin de 4 ans au lycée, pas 3. Ils ont seconde, première, terminale, ils vont redoubler peut-être la première, vous voyez, ils vont mettre 4 ans. Mais au moins, ils conservent les notes de français, par exemple, ou je ne sais pas, enfin, quand il y a d'autres. Donc, la conservation pendant 5 ans. Et vous pouvez garder des notes inférieures à 10. C'est la seule exception. C'est pas, vous voyez, il faut avoir un PAP ou un PPS. L'étalement sur plusieurs sessions de passage des épreuves, donc ça, on n'y pense pas. C'est c'est plutôt exceptionnel. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est pour ceux qui, justement, passent le bac en 2 ans. Ouais. Ils ne peuvent pas tout passer d'un coup, ils mettent 2 ans. Moi, j'en connais peu, mais bon. Et puis, les adaptations d'épreuves et dispenses d'épreuves, notamment la langue, numéro 2. Voilà. Vous avez 2 langues à passer. Vous pouvez suivre la langue tout le long de l'année et dire à l'examen, je ne passerai pas la seconde. Et vous choisissez soit l'anglais, l'italien, l'espagnol, machin. Vous passez en premier celle que vous préférez, qui limite les dégâts. Après, le bac, ce sera l'anglais. Vous n'aurez pas le choix. Mais au moins, au bac, vous pourrez en choisir une des 2. Vous suivez tout le long de l'année les langues. Vous n'êtes pas dispensé d'assister au cours, mais au moment de l'examen, vous pouvez être indispensé d'une langue, de la 2e langue que vous choisissez. C'est les 5 principes, et il y a plein de détails dedans. Et je ne sais pas, mais nous en France, personne ne nous aide à remplir ce dossier. Non plus. Voilà. En fait, très souvent, les enseignants ne sont même pas au courant des aménagements auxquels les enfants ont droit. Même chose, comme il faut anticiper, c'est bien de l'anticiper quasiment en 5e, 4e pour le brevet, c'est-à-dire qu'il faut voir le chef d'établissement, le professeur principal et passer en revue, mais quels seront les aménagements pour le brevet, qu'est-ce que vous me conseillez, ça c'est très important. Et même chose pour le bac, ça se prépare bien en amont. C'est pas l'année de première qu'il va falloir décider des aménagements. C'est hyper important. Et il faut se faire préciser vraiment tous les aménagements auxquels vous avez droit. Moi, le nombre de fois où je retrouve des profs de français qui disent « Ah bon, un dyslexique a droit à avoir moins de texte ?» Voilà, des choses comme ça. Renseignez-vous vraiment allez sur le site de l'Éducation nationale, aménagement aux examens, faites-vous aider par les personnes compétentes. Vraiment, il existe beaucoup de choses. Et les enseignants et
aussi les chefs d'établissement, il faut le dire, ne sont pas au courant de tous ces aménagements. Voilà, c'est important. Et anticiper, ça je crois que je le dis jamais assez. Je pense que vous êtes dans la réforme du bac, mais oui. Dans la demande des aménagements aux examens, c'est des formulaires et vous les verrez. C'est des pages et des pages, enfin des pages et des pages. Oui. Il y a des subtilités dedans. Alors, il y a quand même une chose que je voulais compléter. Il y a eu une réforme du bac, c'est le contrôle continu. Donc, tous les contrôles doivent être adaptés. Oui. Qu'ils soient en situation d'examen ou dans la classe. C'est-à-dire que si c'est le bac blanc ou si c'est l'évaluation de fin de leçon, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est là que le problème est là. Vous avez compris où il est. Parce que tout le long de l'année, rajouter un tiers-temps chaque fois qu'il y a un contrôle. Donc là, le parti pris. Ah ben, il y a une mauvaise note, ça compte pour le bac. Et vous savez combien comptent les notes globales de tout le long de l'année par rapport au grand oral? C'est 60% pour le contrôle continu et 40% pour la note du bac. Toutes les notes le long de l'année comptent pour le bac. À condition que ça soit adapté, enfin que ça soit aménagé. Il faut que l'aménagement se passe pas uniquement au moment du passage de l'épreuve du bac, mais il faut qu'elle soit aussi sur toutes les matières qui ne vont pas être évaluées par une épreuve finale nationale. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Si votre enfant a choisi spé maths physique, d'accord, il va quand même passer l'histoire géo. Enfin, il va avoir des cours d'histoire géo qui vont compter dans la note finale. D'accord, mais l'histoire géo, il ne va pas la passer en examen final. D'accord, donc c'est ces notes de contrôle continu de première et de terminale qui vont compter pour le bac. Mais donc tout ce qui est histoire géo, s'il n'y a pas d'aménagement parce que le cours d'histoire géo, il est coincé entre le cours d'anglais et le cours de maths, quand il va y avoir une évaluation sur la dernière guerre mondiale, je dis n'importe quoi parce qu'on a fini le chapitre, la personne qui doit avoir un tiers-temps, elle n'aura sans doute pas le tiers-temps parce que le prof d'histoire géo, il ne peut pas dire au prof de maths, écoute, il ne viendra pas en cours. Ça pourrait se faire, hein, mais en général, ça ne se fait pas. Il ne viendra pas en cours de maths parce que là, c'est l'évaluation d'histoire géo et il a besoin d'un tiers-temps, donc il va dépasser sur ton cours. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il passe l'histoire géo sans son aménagement, sans son tiers-temps. Et sa note, elle comptera quand même pour le bac. D'accord ? Alors, pour le grand oral, il y a des troubles comme le trouble du développement du langage oral, la dysphasie, le trouble TSA, où quand ils sont devant le jury, là, et du coup, les bègues, tout ce qui ont un trouble à l'oral. Le jury est censé avoir l'info, parce que là, ils vont se prendre une mauvaise note. Le jury j'ai vu des notes internes qui disent que pour les troubles du langage oral ou de la communication, donc le jury est censé savoir, pour ne pas pénaliser, parce que c'est la double peine. Hein. Là, pour le coup, vous comprenez, quand on parle de compensation, vous avez un problème, vous bégayez, vous avez un trouble du langage oral. Voilà, quand vous parlez, c'est difficile, et vous avez l'idée, puis elle part, enfin bon, bref, vous ne trouvez pas vos mots, et bien on vous pénalise par une mauvaise note à l'oral. Et le grand oral pèse combien ? Je ne sais même plus. Énorme. Énorme, mais je ne sais plus exactement. Ouais. Et donc, pour les troubles ça doit être signalé. C'est la note interne. Maintenant, est-ce que le jury... Alors, pour avoir eu ils ont un petit papier, c'est noté au niveau de... Par exemple, si votre enfant a un ordinateur, ça fait partie de l'aménagement, au moment de l'oral, le jury doit demander à l'élève s'il veut préparer son oral avec son ordi ou sans son ordinateur. Voilà, ça peut être aussi... et ça, moi, je l'ai vu.
Je l'ai vu là à la dernière session du bac, et le jury avait une petite note au niveau de la fiche de cet élève et lui a demandé s'il voulait avoir son ordinateur pour préparer son oral. Il s'avère que l'élève a décidé qu'il n'en avait pas besoin, c'est son choix. Alors il faut savoir que toutes les épreuves, l'oral, peuvent permettre au jury de ne pas donner le diplôme. C'est l'épreuve où on ne peut faire absolument aucun recours, puisqu'ils annotent rien. Vous ne pouvez pas demander une copie pour voir comment la copie a été corrigée, s'ils ont enlevé les fautes d'orthographe ou pas. L'oral, c'est vraiment... tous les oraux. Tous les oraux sont comme ça. Vous pouvez demander... Alors, on peut demander la fiche de... Ouais, mais ils notent rien. Mais, alors, ils notent des choses, mais entre ce qu'il a noté et ce qui s'est passé réellement à l'oral, qu'est-ce que vous pouvez prouver? Voilà. Donc là, vous n'aurez pas de recours sur l'oral. De toute façon, recours pour des notes, ça ne sert à rien. D'office, on vous dit que vous ferez recours, mais qu'on ne changera pas la note. Le problème, s'il y a un problème à l'oral... Il est censé avoir, en fait, les aménagements. Aménagements aux examens. Allez, c'est l'aménagement aux examens. En fait, le jury a les aménagements qui ont été demandés pour l'élève. Alors que ce soit pour l'épreuve écrite ou pour l'épreuve orale, c'est-à-dire qu'il y a une liste où on sait que toute cette liste-là d'élèves, eux, ils ont un tiers-temps. Donc, en général, on les met dans une classe à part. Et donc, la personne qui préside le jury va dire dans l'organisation, lui, il a un tiers-temps, va y avoir tant de tiers-temps, donc on prévoit tant de tables, on va avoir tant de personnes avec un ordinateur, donc on prévoit tant de tables, alors, où ils ont leur propre ordinateur, ou ça dépend des centres d'examen, mais on va prévoir qu'ils soient prêts. Et à l'oral, ils auront la même chose. C'est-à-dire qu'à l'oral, le jury saura que tel élève a ça et ça comme aménagement. Il ne saura pas forcément pourquoi, mais il saura qu'il a besoin d'un temps supplémentaire pour préparer, qu'il aura moins de texte, que je ne sais pas quoi, il aura un ordinateur parce que comme il ne sait pas écrire ou qu'il a vraiment de mal à se relire, il va préparer avec son ordinateur, et donc il va falloir prévoir qu'en effet il puisse brancher son ordinateur, et blablabla. Et ça, c'est écrit sur la fiche qui correspond à la fiche de l'élève que le jury a devant lui. Il faut demander un tiers-temps à l'oral. Voilà, et là, ça leur met la puce à l'oreille. Pourquoi il a plus de temps? Non, en seconde pour le bac. En seconde, vous faites en quatrième, vous demandez pour le brevet. En seconde, vous demandez pour première terminale. Alors, vous affolez pas si vous n'avez pas eu le temps ou s'il y a eu des changements, à la fin de la quatrième, le dossier n'a pas été monté. A priori, quand même, il sera vous pourrez le faire en septembre de l'année de troisième. Il n'y a pas un coup près non plus. Il me semble, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de coup près en disant « Ah, trop tard !» Vous n'avez pas déposé. Mais voilà, en principe, c'est l'année précédant l'examen. Et pour première et terminale, c'est qu'un seul dossier en seconde. Alors, je ne sais plus, on en est où dans le temps, là? C'était 3 ans. On en est où dans le temps? Je crois qu'on a dépassé. Et est-ce que... Oui? Oui. 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 Exactement. Avec la convocation, c'est bien d'avoir la liste des aménagements des examens. L'enfant, il vient avec sa convocation pour l'examen et il a la liste des aménagements qu'on lui a accordés. Parce qu'en cas, en effet, de pépin, ou si le surveillant qui est là dit « Ah, mais dis donc, non, tu n'avais pas droit au correcteur d'orthographe, pourquoi tu as un correcteur d'orthographe ?» Voilà, l'enfant peut dire « Bah si, moi, on me l'a accordé. » Voilà, donc ça, c'est une précaution, en effet, à prendre. Oui. Et appeler les parents. Parce que, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, il peut manquer
de lecteurs, enfin d'assistants. Et là, faut appeler les parents. Là, c'est le directeur de l'école, enfin le proviseur qui s'y colle. Hein. C'était marqué. Enfin, il faut pas lâcher. Il y a plein de jeunes qui reviennent en disant il n'a pas adapté. Et après, on ne refait pas passer. Non, on ne refait pas. Alors, de toute façon, ils sont pas là, les gens. Hein. On peut passer une petite vidéo pour se décontracter. Et alors, pour faire passer la vidéo, c'est Pauline. Ça serait sympa, ça nous fait un petit. Si vous arrivez à appuyer sur le bouton de Pauline dans la personne qui est. Moi, je pense que elle n'arrive pas, Christine. Enfin, si, elle essaie. Elle essaie. D'accord. Si ça ne marche pas, tant pis, vous l'aurez, le support, et voilà, ça monte. Ça va sur YouTube. Ça y est. Oh, ça marche. Et on va avoir le son. Super. Parce que, enfin oui, je dis super. Non, mais est-ce qu'on va avoir du son? J'espère. On a le son là-bas. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, c'est un essai. Je vous conseille d'aller voir plein de petites de témoignages de personnes qui s'en sont sorties, mais quand vous trouvez sur les trucs de 10. C'est pas grave, ne vous affolez pas. Et bon, elle vous raconte. Donc, Pauline Clément, pour ceux qui regardent les films français, elle en a fait pas mal, vous allez la reconnaître, c'est une actrice. Hein, et elle vous raconte son parcours avant qu'elle parte faire un stage de théâtre où elle découvre que finalement c'est ça qu'elle veut faire. Mais avant, elle est passée d'abord l'école, elle a relevé, elle a été menuisière, elle s'est occupée des ongles des mamans, on va dire. Ça lui plaisait toujours pas. Et puis, elle a fini par être. Elle est actrice, et je ne sais pas si vous la reconnaissez, non. Bon, elle est à la Comédie Française. Voilà. Et si on peut aussi dire, pour tout ce qui est orientation après, parce que je ne sais pas si on l'a mis, je ne sais plus où on en est dans notre. Non, du coup, il faut l'arrêter. Il faut qu'on arrête. Non, la faction. Ça nous aurait décontracté. Ça nous aurait fait du bien. Après, je peux faire un chou si tu veux. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'orientation après le bac. En France, il y a des référents handicap dans les universités, dans les grandes écoles, enfin dans différentes écoles. Saisissez l'opportunité de discuter avec eux, de voir comment ça se passe avant même de savoir s'il est pris ou pas dans l'école, avant même peut-être de s'inscrire, enfin ou de postuler, c'est important. N'hésitez pas à cocher la petite case, je ne sais plus comment c'est dans Parcoursup, si c'est handicap ou je ne sais plus quoi, mais maintenant il y a la possibilité de dire qu'on a des difficultés scolaires, mais ça n'entachera pas votre dossier. Hein. Si vos notes sont bonnes au bac, il n'y a aucune raison qu'une école ne vous prenne pas sous prétexte que vous êtes 10. Mais c'est bien quand même d'anticiper un petit peu, là encore, le supérieur. Mais par contre, vous en tant que parent, ne vous freinez pas en vous disant « Ah mais ça, tu n'y arriveras jamais, ces études-là, c'est pas pour toi ». Il y a plein de gens qui font de tout. On a parlé de pharmacie, on a parlé de médecins. Moi, je connais des doctorants en physique qui sont des dyspraxiques plus. Voilà, tout est possible, mais c'est bien d'aller voir les référents handicap de ces écoles. À la Confédération des grandes écoles, ils ont carrément tout un truc handicap global. Moi, je travaille beaucoup avec Saclay, avec l'Université Paris-Saclay. Ils ont un truc handicap, enfin un réseau handicap avec plein de référents qui connaissent des trucs tous différents. Enfin, n'hésitez pas à aller les voir. Non, c'est bon. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi pour l'orientation, c'est important. Ne les freinez pas non plus. Alors, bon, tout le monde ne sera pas polytechnicien, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et maintenant, en France, quand même, dans le supérieur, les aménagements se font.
justement, gardez bien les aménagements qui ont été accordés au brevet, pas au brevet, au bac, parce que c'est ce papier-là que vous allez apporter à la fac, apporter dans l'école que va intégrer votre enfant. Et c'est sur cette base-là que les aménagements vont être mis en place à la fac. Ils sont acquis en fait. C'est des aménagements acquis. C'est des aménagements, exactement. Une fois que c'est donné pour le bac, c'est acquis pour le supérieur. Voilà. Alors, que dit les techniciens pour ce? Donc il faut éteindre la lumière. Il y a trop de lumière. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on avait fini. Voilà. On avait fini. Après, il y avait les ressources. Il y a les ressources et tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut répondre à... On va mettre nos coordonnées parce que comme ça, si vous avez besoin... Voilà, ça c'est les ressources. Il y avait les ressources FF10 et la FAP. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Et on travaillera, ensemble. S'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, la FF10 répondra et inversement. Peut-être pouvoir demander à savoir si la mise en place finalement des protocoles, des équipes de suivi. Alors, se mettre en place dans le réseau? Oui. Alors c'est très variable d'un établissement à l'autre. Est-ce que les protocoles sont vraiment mis en place ou pas? J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je vais être très honnête, c'est la volonté du chef d'établissement qui va faire la différence. Voilà. Et en général, quand j'entends le chef d'établissement ne veut pas qu'on fasse ça parce que ça va stigmatiser l'élève, je commence par la question. Non, en fait, maintenant je pose même plus la question, je dis il a plus de 65 ans, ou plus de 60 ans, votre chef d'établissement. Et en général, oui, c'est ces dernières années. Voilà. Donc maintenant, on a quand même beaucoup plus de chefs d'établissement qui comprennent qu'il faut aménager, qu'il faut mettre en place des protocoles. Insister quand même, parce que les équipes de suivi, les ESS, c'est très compliqué de faire admettre dans les lycées français à l'étranger qu'il faut faire des ESS. Donc les équipes de suivi de scolarité, dès qu'il y a un PAP ou un PPS, en principe, il faut une équipe de suivi au moins une fois par an. S'il y a la ESH qui accompagne l'enfant, elle est confiée à l'équipe de suivi. Parce qu'il y a quand même une personne qui va bien connaître l'enfant en plus de l'enseignant, c'est quand même la ESH. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses, si vous employez les AESH, c'est aussi des choses qu'il faut définir avec elle. C'est-à-dire qu'il va y avoir son salaire de base qui va être remboursé, entre guillemets, par la EFE. Et ça, c'est ces heures qu'elle va passer auprès de l'enfant. Il faut aussi que vous soyez clair avec la personne qui accompagne votre enfant, si elle doit assister aux ESH, est-ce que c'est rémunéré, est-ce que c'est pas rémunéré? Enfin voilà, c'est aussi des questions qu'il va falloir se poser. Hein, il faut pas se retrouver la veille de l'ESS avec la ESH qui vous dit bah oui mais moi je vais pas être payé, du coup je vais pas venir quoi. Ça il faut. Alors vous payez pas, ça ne regarde pas, c'est votre problème. Mais il faut que vous ayez balisé toutes ces choses-là. Hein, ça c'est hyper important. Donc les équipes de suivi, c'est important. Et pour finir sur les AESH, mettez-vous d'accord sur ce que recouvre le contrat. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle est payée pendant les vacances? Est-ce qu'elle n'est pas payée pendant les vacances? Enfin, toutes ces questions-là, il faut vous les poser avant qu'il y ait des problèmes. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et de toute façon, on reste disponible en dehors du colloque